Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans V6. Comme annoncé la semaine dernière, je me trouve aujourd'hui à Pau pour prendre le volant de ce petit bolide, la Formule Renault 2 litres. Alors, contrairement à ce qu'on pourrait croire, on va pas prendre le tracé de Pau-Ville, et non, malheureusement, on va se rendre sur le magnifique et vallonné circuit de Pau-Arnos. Alors tout ça c'est pour tout à l'heure. Pour l'heure, je vous laisse découvrir le sommaire. Une émission V6 qui devrait brûler du pneu cette semaine avec une monoplace entre les mains expertes de Margot. Vous en rêviez ? Vous allez le vivre. Bien entendu, V6 c'est aussi un point complet sur les tendances, les indiscrétions, les coups de gueule ou encore les chiffres du monde de l'automobile, et c'est dans l'actu de la semaine. Honda lancera bientôt la 9e génération de Civic. La Civic, c'est un peu l'icône du japonais. Comment a-t-elle évolué et surtout qu'apporte cette toute nouvelle génération ? Réponse de Nicolas Hédé avec les images de Frédéric Claude dans quelques instants. Après un tour d'horizon complet sur les nouveautés qui arriveront très bientôt sur nos routes, place à la rubrique de notre ami Laurent Cochet. Notre confrère de Motojournal s'était lancé sur les routes de France à l'occasion de l'édition 2011 du Moto Tour, au guidon d'une MV Agusta brutale. Suite et fin de ce périple, et une fois encore, ça va aller très vite. Alors la Formule Renault sur laquelle je me trouve actuellement, c'est une ancienne génération avec une boîte séquentielle. Il existe maintenant une version avec des palettes au volant. Et bien figurez-vous qu'aujourd'hui dans V6, j'ai la chance d'essayer les deux. Tout ça c'est sur le circuit de Pau-Arnos. On s'y retrouve dans quelques instants. Pour l'heure, place à l'actu de la semaine, première partie. On commence par un crash test, celui de la nouvelle génération de Fiat Panda. Alors que l'on imaginait aisément qu'elle remporte logiquement 5 étoiles, le très redouté Euro NCAP ne lui en a accordé que 4. L'organisme britannique met en cause une très mauvaise protection de la poitrine des occupants. Toutefois, les airbags n'ont pas été pris en compte puisqu'ils ne remplissaient pas les critères imposés par l'Euro NCAP. Même dans le cadre de la protection des piétons, la Panda reste en dessous de la moyenne. Du côté de chez Volkswagen, la seconde génération de New Beetle s'appellera finalement Coccinelle. Un retour pour nous autres francophones, mais aussi la révélation des tarifs de la gamme. Pour l'entrée de gamme, comptez 16 990 € avec un bloc 1 litre de TSI de 105 chevaux, un peu moins de 20 000 € pour le premier diesel ou encore 28 880 € pour le 2 litres TSI que notre ami Pierrick essayait pour nous il y a quelques mois. Concrètement, pour le prix, la Coccinelle est assez proche de la Golf. Une bonne nouvelle en somme. Volkswagen toujours, avec les premières photos d'une Passat totalement inédite. Il s'agit de la version All-Track, autrement dit, un break surélevé doté de protection de carrosserie afin de mieux apprécier les balades sur chemin. Lancement prévu dès l'année prochaine. Enfin, Chevrolet, dont la Volt semble avoir quelques petits soucis outre-Atlantique. Les batteries d'une Volt auraient pris feu après avoir subi un crash test latéral. Même si General Motors assure qu'il est question d'un incident isolé et que la Volt est parfaitement sûre, il s'agit du deuxième incendie sur une Volt en 3 semaines. Une affaire que nous suivrons de près dans V6. Alors je me trouve aux côtés de Jean-Christophe Canavesio qui est le gérant de GT-Aero, GT Racing Organisation. Salut Jean-Christophe. Jean-Christophe, on a eu la chance de venir il n'y a pas très longtemps ici essayer la Legend Car sur ce magnifique circuit de Pau-Arnos. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus justement sur ce tracé ? Pau-Arnos a été créé dans les années 80, donc c'est un circuit qui a accueilli des manches du championnat de France jusque dans les années 90 au même titre qu'un Magny-Cours, qu'un Dijon ou qu'un Poitiers. Donc c'est un circuit qui fait 3 km de long, un tracé très technique, très vallonné. Chaque virage représente une difficulté et il regroupe globalement toutes les difficultés qu'on peut trouver sur l'ensemble des circuits français. Il a servi de circuit d'entraînement pour pas mal de jeunes pilotes qui aujourd'hui accèdent à des niveaux comme la F1, puisque pour parler du dernier Français en lice, Arthur Pic est venu faire des ronds et ronds pendant très longtemps. Ou Arthur ? Les deux, les deux frères. Et donc c'est un circuit où on a pour habitude de dire que quelqu'un qui est vite ici, quelque part, sera vite partout. Et alors GT-Aero, ça consiste en quoi ? Donc GT-Aero a repris l'activité automobile du circuit en 2004, donc qui est passé à travers la commercialisation des journées, l'organisation de journées portes ouvertes. Et au fur et à mesure de notre développement, en fait, on a commencé à organiser des stages de pilotage qui constituent aujourd'hui la principale activité de GT-Aero, à savoir à la fois de la découverte Ferrari, Lamborghini, Porsche, comme on peut en faire sur de nombreux circuits en France,
puis de l'initiation au pilotage sur des monoplaces, des Formule 3 qui sont prêtes pour l'école, donc à la fois très faciles à utiliser dès les premiers tours et en même temps d'un niveau de performance suffisant pour vraiment se faire plaisir et apprendre. Et cette fameuse Formule Renault 2 litres. Alors, la Formule Renault 2 litres, c'est la version, donc la Formule Renault Tatus du constructeur italien, qui est une formule de promotion qui de tout temps a permis à des pilotes de s'exprimer et est un des échelons indérogeables pour la carrière d'un pilote. C'est une voiture qui est d'un niveau de performance exceptionnel, qui reste quand même délicate à emmener, c'est-à-dire que nous on la réserve véritablement à des pilotes expérimentés qui veulent aller plus loin dans l'apprentissage du pilotage. Elles sont équipées en l'occurrence de capteurs multiples qui permettent d'analyser le pilotage point par point. Pour la décrire, donc on est sur une évolution de 2008. La Tatus a été créée en 2000 et c'est la monoplace la plus vendue au monde. Donc depuis 2000, il y a eu quelques évolutions en aéro et en moteur, ce qui fait qu'aujourd'hui on a une version qui développe 205 chevaux avec une aéro très travaillée qui est digne d'une mini Formule 1. Et donc une boîte de vitesse séquentielle à 6 rapports qui est actionnable avec un levier normalement, sachant qu'on a développé en parallèle avec un de nos clients qui dirige une société de robotisation et d'automatisation, un système de commande de boîte avec des palettes au volant qui permet donc d'envisager encore quelques belles années à cette Tatus. Merci beaucoup Jean-Christophe. De rien. Allez, on enchaîne maintenant avec l'essai de la semaine. On va parler d'une voiture qui fêtera bientôt ses 40 ans. En 1972, Honda a lancé sa toute première génération de Civic. Et du coup, comme Nicolas Hédé est de la même année, il ne pouvait s'empêcher de se rendre dans le sud de l'Espagne pour prendre le volant de la 9e génération en avant-première, s'il vous plaît. Voici ce qu'il en a pensé et juste après, on se retrouve au volant de la Formule Renault 2 litres. Et oui Margot, cette semaine pour Fred et moi, c'est le soleil de Malaga pour l'essai de la 9e génération de Honda Civic. Alors c'est vrai qu'à la regarder comme ça, on n'a pas l'impression qu'elle a beaucoup changé, pourtant je peux vous dire qu'elle est totalement différente. C'est parti. Bientôt 40 ans et quelques millions d'unités vendues dans le monde, la Civic c'est sans aucun doute la plus connue de toutes les Honda. Pour la 9e génération, autant vous dire que l'enjeu est très important. C'est vrai que pour le style, Honda a opté pour la continuité plutôt que la révolution. On garde l'esprit de la génération précédente, mais on revoit un peu la ligne afin d'offrir encore plus de dynamisme à l'ensemble. À l'arrivée, cette Civic préserve non seulement son originalité, mais en plus, elle affiche le look le plus sportif de la catégorie. Bref, nous, chez V6, on valide. Pour l'habitacle, c'est un peu la même histoire. Un univers très futuriste, mais aussi plus qualitatif que sur la génération précédente. Honda semble définitivement tenté par la catégorie premium. Premières impressions. Alors c'est vrai que pour l'habitacle, on a une ambiance qui est quand même un peu moins Star Trek que pour l'ancienne Civic, la précédente. Mais en même temps, on a quelque chose de très original et surtout, c'est beaucoup plus cosy. On a des matériaux qui sont quand même de bien meilleure qualité. La position de conduite est très agréable, c'est très confortable. Et à l'arrière, on a quand même pas mal de place et surtout, on a le plus grand coffre de la catégorie. Côté moteur, Honda propose 2 blocs essence, mais c'est bien entendu le diesel qui représentera la quasi-totalité des ventes. On retrouve ainsi le bloc 2 litres 2 à rampe commune. Par rapport à l'ancienne mouture, il affiche 10 chevaux supplémentaires, soit 150 au total. Côté couple, on obtient 350 Nm dès 2000 tours minute. Résultat, on affiche 100 km/h en 8 secondes 8, pas mal. Bien entendu, Honda a aussi beaucoup travaillé sur la dépollution. Grâce à de nombreux systèmes actifs comme le stop and start ou encore le profilage aérodynamique de la calandre qui se modifie en fonction de la vitesse, on arrive à une consommation moyenne de 4,4 litres alors que le CO2 tombe à 115 grammes. En somme, une voiture totalement dans l'air du temps. Au volant, la Civic s'offre également une belle montée en gamme. Même s'il faut oublier toute idée de sportivité, la liaison au sol reste saine et le confort digne d'une routière. Explication. Alors c'est vrai que ce qui est étonnant avec cette voiture, c'est que autant on peut avoir un design extérieur vraiment très sportif, très viril, autant au niveau du comportement, finalement on a une voiture qui est très confortable, une suspension qui absorbe absolument tout sur la route, une direction qui est très douce, notamment en ville. Par contre, elle a un défaut, cette direction, c'est qu'elle manque vraiment de fermeté quand on est sur autoroute, elle est un petit peu trop sensible.
Pour finir, le tarif, une entrée de gamme située à 18 600 € et un haut de gamme vendu 32 500 €, en l'occurrence notre version. Disons que ce n'est pas gratos tout ça, mais après tout, vu que la concurrence est à peu près à égalité, c'est 4 étoiles. Allez, on passe maintenant aux choses sérieuses. On est sur la pit lane du circuit de Pau-Arnos, entouré de nos deux formules Renault 2 litres. L'une équipée d'une boîte séquentielle 6 rapports à levier et l'autre des palettes au volant. On a la chance d'essayer les deux aujourd'hui. Je fais juste un petit rappel pour synthétiser la formule Renault 2 litres. Alors la formule Renault, ça existe depuis toujours. Chaque pilote talentueux et jeune pousse a forcément un jour posé ses fesses dans cette formule pour apprendre à piloter. C'est une véritable école de conduite. Toujours est-il qu'il y a plusieurs championnats européens évidemment qui existent, nationaux aussi. Il existe un nouveau châssis depuis 2010 qui lui aussi évolue en championnat européen et nationaux, tandis que cette voiture on la retrouve dans toutes les écoles de pilotage évidemment. On la retrouve en V2V en France, en championnat italien, championnat anglais et championnat suisse à l'heure actuelle. Bref, je vous rappelle les caractéristiques. 490 kg, c'est une monoplace ultra léger, moteur de 205 chevaux. Je pense qu'il y a vraiment de quoi se régaler sur le circuit de Pau-Arnos, très vallonné. Donc je vais aller m'équiper, combinaison, bottines, casque, Hans, et c'est parti, on se retrouve juste après l'actu de la semaine, deuxième partie. Ça s'enchaîne assez vite chez Porsche. Alors que la nouvelle génération de 911, la 991, doit arriver sur le marché dans les semaines qui viennent, le constructeur présentait il y a quelques jours la version cabriolet. À l'arrière des Carrera et Carrera S, on retrouve les mêmes moteurs de 350 et 400 chevaux. Concrètement, on perd 2 dixièmes sur le 0 à 100, quel que soit le moteur. Le petit plus, c'est la capote en toile qui disparaît tout en roulant en seulement 11 secondes. Ça, c'est vraiment pratique. Côté tarif en revanche, comptez 102 000 € pour la Carrera Cab et 116 500 € pour la Carrera S Cab. Décidément, Nissan a vraiment la niaque. Le constructeur présentait la version 2012 de la GT-R il y a quelques jours à Silverstone. Désormais, le V6 3,8 litres biturbo revendique 550 chevaux, soit 20 de plus que la version 2011 alors que le couple bondit à 632 nanomètres. Pas de détails concernant les performances, toujours est-il qu'à l'épreuve du 0 à 100, cette GT-R pourrait passer en dessous de la barre des 3 secondes. On parle même de 2,86 secondes sans l'affirmer officiellement. Elle a également battu son record de la boucle nord du Nürburgring, soit 7 minutes et 24 secondes. Vous l'avez compris, dès qu'on récupère les clés, on vous expliquera tout dans V6. Bonne nouvelle chez Toyota. Alors que depuis début 2007, le constructeur annonce un futur coupé sportif héritier de la célèbre Supra, ça y est, la remplaçante s'appellera GT86. Le nom rend hommage à la Corolla Levin AE86 du milieu des années 80. Au programme, une ligne assez compacte pour ce nouveau coupé 2+2 présenté au salon de Tokyo. Sous le capot, Toyota a fait appel à Subaru afin de proposer un moteur 2 litres essence 4 cylindres à plat pour une puissance de 200 chevaux. Lancement prévu pour l'été prochain. Allez Margot, c'est parti pour quelques tours de manège en Formule Renault 2 litres. Bon, fais-toi plaisir et fais attention à la voiture quand même. Oh, c'est incroyable à quel point c'est direct quoi. La direction c'est le moindre petit coup de volant, c'est immédiat. Ça pardonne pas, hein. On tourne à peine et hop, la voiture braque radicalement. Donc il faut être vraiment très fin et délicat même sur les gaz. Vous avez raison, c'est très vite. Et ce qui est génial c'est que c'est hyper pur comme sensation. Beaucoup de feeling. Et puis le fait d'avoir la tête à l'extérieur, ça donne une autre dimension. C'est vrai que moi je suis pas vraiment habituée. Ok, maintenant que tu es rodé à la Formule 2 litres, tu laisses la blanche et tu passes à la rouge. C'est pas qu'elle va plus vite, mais elle a des palettes au volant.
Alors logiquement, tu vas kiffer. Voilà, la version palette au volant. C'est marrant, déjà entre les deux monoplaces, il y a un comportement différent, je trouve. J'ai l'impression que la direction est un peu moins sensible, mais ça c'est peut-être un peu aléatoire. En tout cas, ça change tout quoi. Parce que finalement, le changement de vitesse, le levier, il se trouve quand même assez bas au niveau de la cuisse. Donc c'est assez... c'est un peu gênant, tandis que là, clac clac, on bouge pas les mains du volant. C'est idéal. Et bien voilà, les petits tours à bord de la Formule Renault 2 litres sont déjà terminés malheureusement. Alors je suis pas très loquace, hein. Quand je conduis dans une voiture de course sur un circuit, j'ai un petit peu du mal à m'exprimer, souvent c'est le grand silence et la concentration. Du coup je vous donne mes sensations maintenant, je me suis régalée. C'est évidemment un superbe apprentissage de pilotage puisqu'on sent vraiment la voiture, il y a un super feeling, on sent la voiture qui passe sous soi au freinage, les accélérations c'est très vif, il faut être délicat tout en conservant de l'agressivité, c'est ça le petit truc qu'il faut trouver, c'est pas forcément évident mais je crois qu'on peut tirer beaucoup d'enseignements d'une journée de roulage comme ça en Formule Renault, en monoplace sur un circuit. Alors pour en savoir plus, il y a Julien, l'ingénieur, qui a branché son petit ordinateur sur la voiture et qui, grâce à ça, va me donner plein d'acquisitions de données. Je vais savoir un peu plus où sont mes défauts et mes travers et je vais prendre une bonne leçon encore, je crois. Allez, on y va. Donc là, au niveau du freinage, on regarde à peu près le freinage de l'épingle ou le freinage du Z. C'est là où on a vraiment les deux freinages puissants du circuit. Ce qui ressort là, déjà à première vue, c'est que la technique de freinage, elle est là, que ce soit pour les freins puissants, les virages lents. Après, pour les dégressifs, les virages où on garde vraiment les freins, ça va aussi. Maintenant, c'est le rapide, les virages rapides, où là, il faut vraiment... Manque d'assurance. Manque d'assurance, manque de connaissance de la voiture simplement. Mais dans l'ensemble, il y a de quoi travailler et on peut aller plus vite, je pense. Merci beaucoup Julien, avec tout ça je vais progresser. Je reviendrai rouler pour la peine. Allez, on enchaîne maintenant avec la rubrique moto dans cette émission. On va retrouver Laurent Cochet, notre confrère de Moto Journal. Souvenez-vous, la semaine dernière, nous l'avions laissé au Moto Tour 2011 à bord de la MV Agusta Brutale, spécialement préparée pour l'occasion. Voici la troisième et dernière partie de son périple. On regarde. Au petit matin, alors que les concurrents débarquent, j'opte pour un réveil humide cette fois-ci. Sans petit-déj. Remarquez, ce matin-là, il n'y avait pas que moi d'humide. La sublissime spéciale de Coty Chiavari l'était tout autant. Ok, le directeur de spécial te file une amicale tape sur la cuisse pour t'encourager, mais c'est loin de rassurer face à ces 7 km de tourniquet. La preuve. Résultat, en conditions humides, ça hésite un peu, voire même pas mal. Même le leader Denis Bouhan préfère assurer lors de sa montée. Enfin, quand je dis que personne n'attaque, tout est relatif, hein. Avec leur peu de puissance.